Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'expert. Un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bien Vieillir au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à l'Union nationale des gérontopoles, un réseau qui mutualise les expertises de tous les gérontopoles de France. Avec la participation de Isabelle Dufour, déléguée générale du Gérontopole d'Île-de-France, Valérie Bernat, directrice générale du Gérontopole Pays de la Loire, Muriel Bouin, directrice du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, Frédéric Rodriguez, directeur du Gérontopole Sud-Région PACA, et Jean-Michel Miniconi, directeur général du Gérontopole d'I-Corsica. Ce podcast est animé par Myrtille Dubois-Danguien, responsable développement et partenariat au Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Merci messieurs, dames d'être présents pour cette présentation de l'Union des gérontopoles. Donc là, nous allons vous parler de complémentarité d'expertise, de la force d'un réseau. Et j'ai avec moi 5 fantastiques. Donc je vais vous... Alors moi je suis Myrtille Dubois-Danguien, Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, responsable développement et partenariat. Et donc, oui, je vais vous présenter nos participants. Donc nous avons l'élégance parisienne qui est représentée par Isabelle Dufour, secrétaire générale, déléguée générale de Gérontif. Nous avons ensuite le dernier venu parmi nous qui est Jean-Michel Miniconi. C'est parfait. C'est parfait. Donc qui représente le Gérontopole Corse, donc le dernier né de cette lignée. Nous avons ensuite la formidable, l'incomparable, merveilleuse Muriel Bouin, c'est ma chef. Elle est de mon équipe. Donc directrice du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Nous avons la pétillante Valérie Bernat, donc qui est directrice générale du Gérontopole Pays de la Loire. Et nous avons le Phénix, donc monsieur Frédéric Rodriguez, qui est le nouveau directeur du Gérontopole Sud. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes là pour voir comment l'ensemble de ces gérontopoles qui sont réunis au sein d'une union nationale, eh bien, fonctionne. Donc je vais poser ma première question à Isabelle Dufour, à Valérie Bernat et à Muriel Bouin. Et je vais leur demander de me parler un petit peu de l'union, sa création, son rôle, ses missions. Donc, qui commence... Bon, c'est pas toi, Muriel, parce que sinon, on va dire que je fais des préférences. Hein. Allez, Isabelle. Allez, non, je vais juste dire un tout petit mot. Je regrette juste parce qu'Olivier était juste là et il vient de refermer la porte et de s'en aller. Mais je crois qu'on avait une spéciale dédicace sur l'union des gérontopoles à Olivier à faire parce que c'est finalement pratiquement sous son impulsion et plein d'autres facteurs extérieurs, évidemment. Olivier Ritt, qui a été le premier directeur de Gérontopole Sud, qui à un moment donné s'est dit mais il y a tellement d'expertise dans tous ces gérontopoles, pourquoi est-ce que finalement on ne prend pas des habitudes de travail ensemble? Donc ça a commencé un petit peu comme ça, d'une façon vraiment pas du tout officielle, où on s'est dit, nous les directeurs, effectivement on a plein de choses à partager, plein de choses à ne pas réinventer, mais à capitaliser autour des actions qu'on pouvait faire les uns et les autres. Et c'est vraiment Olivier qui a dit, mais oui, essayons de mettre en place une organisation. Ça a été très informel au départ, et puis après je vous laisse la parole, mesdames, pour continuer l'histoire. Isabelle, on t'écoute. Donc, l'histoire de l'union, outre cette volonté des directeurs de partager les expertises, les expériences et les problématiques qui s'offrent à nous, les présidents ont aussi décidé de créer une union sous la protection, on va dire quand même, de Brigitte Bourguignon, qui était à l'époque, alors je vais me tromper, mais secrétaire d'État en charge des personnes âgées. Et en janvier 2022, nous lui avons remis très officiellement le cahier des charges de l'Union des gérontopoles. Vous m'arrêtez si je me trompe dans la chronologie. Cahier des charges dans lequel on a essayé d'identifier ce qui nous rassemblait, ce que nous avions en commun. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, nous avons une grande diversité. Déjà, diversité dans les époques de création.
Certains gérontopoles ont une grande ancienneté. Le premier en France s'est créé en 2007. C'est ça l'origine des gérontopoles. Sous l'impulsion de Philippe Bas, qui était au ministère de la Santé, il n'y est pas resté longtemps, mais on lui doit cette création. Et il a créé ce premier gérontopole à Toulouse sous forme expérimentale, sur proposition du professeur Vélas, gériatre bien connu en France et à l'international. Cela devait être simplement une expérimentation sur 2 années, puis ça s'est prolongé. Et d'autres gérontopoles ont émergé historiquement. Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, et puis progressivement, on va bientôt arriver en 2025 à une couverture quasi totale de l'Hexagone et également des dom-toms. Le modèle des gérontopoles, historiquement, pour comprendre, ça s'est inspiré du modèle des cancéropoles, donc qui avait pour vocation de rassembler les acteurs de la recherche, les acteurs de la recherche académique et autres, le monde du soin, de ceux qui soignaient, donc les médecins, les soignants, tous ceux qui accompagnaient d'une manière ou d'une autre les malades atteints de pathologies cancéreuses, et aussi le secteur industriel, tout ça pour booster l'innovation dans le domaine. Et voilà, c'est ça notre inspiration. Donc, dépôt de ce... Vous m'arrêtez si je suis trop longue. Dépôt de ce cahier des charges. Et après, on va le redévelopper au fil de nos interventions. Mais ce que nous avons en commun, puisque nous sommes créés diversement avec des soutiens, des enjeux territoriaux différents, puisque nous sommes une émanation fondamentalement territoriale. Donc, c'est du bottom-up. C'est vraiment en fonction des besoins de la population du territoire. On s'est dit qu'on avait quand même quatre piliers qui nous rassemblaient. Le premier pilier, c'est celui de la recherche. Et alors, on peut avoir différentes manières d'aborder les questions de recherche. Ça peut être de la recherche très médicale, de la recherche clinique. Parfois, certains gérontopoles ont pu, quand ils ont eu des crédits comme le nôtre, on a pu financer aussi de la recherche fondamentale sur le vieillissement, du modèle animal, etc., et les mécanismes biologiques, mais aussi beaucoup de recherche appliquée. Recherche aussi sciences humaines et sociales, parce qu'une personne âgée, on peut pas, elle n'est pas que vieillissante avec des pathologies ou un vieillissement physique. Il y a aussi tout son environnement, son parcours à prendre en considération. Un volet aussi, formation. Donc on a tous à différents niveaux de structuration un axe recherche, un axe aussi économique, silver économique, d'où notre présence aujourd'hui, on pourra le développer. Et un dernier axe qu'on appelle communication, en fait c'est plus dissémination des connaissances, c'est aussi et très, très largement un axe en réalité prévention, au sens très large, très holistique du terme. J'ai été trop longue. Merci Isabelle, tu as été parfaite. Muriel, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Non, je trouve que tu as très bien brossé la genèse des gérontopoles, avec l'idée qu'effectivement on est quand même fondamentalement des acteurs de territoire. C'est-à-dire que moi je dis souvent que le travail d'un gérontopole, c'est finalement d'allumer la lumière, de louer une salle et finalement de faire se rencontrer des acteurs qui n'ont pas tant d'occasions que ça de se rencontrer, puisqu'on se rend compte que finalement on est chacun dans nos périmètres, mais que c'est très riche de pouvoir s'écouter, s'entendre, partager des logiques qui sont différentes, et c'est ce croisement des regards qui en fait va animer tous nos travaux. Je rajouterais probablement en dernier que la forte empreinte des usagers dans nos travaux, elle est partout. Elle est y compris dans nos conseils d'administration où finalement les personnes âgées elles-mêmes viennent donner leur avis, mais bien au-delà, elles sont vraiment partie prenante de l'ensemble de nos travaux. Et Valérie ? Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'en effet, on est né de nos territoires. Je pense que c'est important à souligner, parce qu'un gérontopole, il colle à son territoire. Il est créé par les acteurs du territoire. Et c'est cette manière d'insuffler les choses qui font que les réponses qui sont développées de manière
transversale au final, de manière décloisonnée, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, mais décloisonnement entre les institutions publiques, les institutions privées, les usagers, les caisses de retraite, les hôpitaux, les CHU, les résidences, les EHPAD. Enfin, ce sont tous ces acteurs-là qui, du jour au lendemain, autour d'une thématique concrète, d'un projet commun, vont pouvoir en effet échanger, partager, et ça sur la base de réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une bonne idée. C'est quoi le besoin réel? C'est quoi l'attente de l'usager ou du professionnel? Et on peut nous lancer sur plein de sujets divers et variés. On ramène toujours au concret. Et des fois, les grandes idées qui peuvent être développées, des fois, voilà, ça se finit par des petits pois, mais le petit pois, pour le coup, il rebondit vite et il va loin. Et ça nous suffit. Donc je pense que c'est ce qu'on fait. On ramène au concret, on ramène au terrain et on décloisonne complètement. Et pour nous, on a besoin de tout le monde. Tout le monde. Les institutions, les privés, les publics, les usagers, les caisses, tout le monde. Tout le monde a son importance, tout le monde est à part égale. Et il n'y a pas de politique dans un gérontopole. Il n'y a que de la technique. Donc un très très bel exemple d'intelligence collective. Donc là, nous avons écouté 3 directrices qui gèrent magnifiquement, merveilleusement des gérontopoles installés. Maintenant, nous allons écouter ces messieurs qui, eux, arrivent sur leur gérontopole, soit parce que le gérontopole vient de naître, soit parce que le gérontopole renaît. Donc, qu'attendez-vous de ces échanges que vous pouvez espérer avec les autres gérontopoles au plan national, donc de cette union? Je veux juste profiter de ce qu'évoquait Valérie Bernat juste avant, juste pour vous rappeler des éléments de contexte concernant le territoire de Corse. Donc le territoire de Corse, un territoire insulaire. On a 350 000 habitants. Sur ces 350 000 habitants, on a plus de 100 000 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Donc à partir de là, quand on parle des éléments de terrain, des éléments de contexte, on sait qu'il y a une dynamique en cours pilotée par la collectivité de Corse et par les services de l'ARS pour justement la mise en place d'un gérontopole en Corse. Pour vous rappeler la genèse, le gérontopole de Corse a été créé, constitué officiellement en janvier 2024 et il est la résultante de tout un tas de strates, de comités de pilotage. Donc on parlait d'intelligence collective. Cette intelligence collective, elle a pu intervenir puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus et qui ont participé à la création de ce gérontopole. Donc nous, on intègre véritablement cette dynamique collective. On est là pour répondre à des besoins réels de territoire. Et quelles sont nos attentes vis-à-vis de l'Union ? Mais c'est le partage, il a été évoqué par mes homologues, justement ce partage de connaissances, ce partage de bonnes pratiques. Moi, ce dont j'ai besoin, et c'est ce que l'on évoquait hier aussi, puisque moi, j'ai intégré le gérontopole de Corse il y a 2 semaines, donc j'ai une ancienneté de 2 semaines sur mon poste, donc c'est très très récent. Donc moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est de pouvoir m'enrichir de ces expériences pour aller beaucoup plus vite, puisque l'on sait que la mise en place d'une entité telle qu'un gérontopole, c'est particulier. On gravite dans des sphères où il y a un certain nombre d'acteurs qui interagissent. Et je sais que les échanges que je peux avoir avec mes collègues vont permettre, ou en tout cas vont permettre au gérontopole de gagner un temps certain sur l'objet social de l'association. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une visibilité, parce que 2 semaines, c'est pas beaucoup, est-ce que vous avez une visibilité sur ce que vous espérez, à court terme, des autres gérontopoles? Alors déjà, nous, on est en phase de préfiguration pour la labellisation du gérontopole, pour être véritablement considéré comme un gérontopole en tant que tel. Donc là, ce que l'on essaie de faire, c'est de coller véritablement au cahier des charges de l'Union pour que l'on soit véritablement labellisé. On a une feuille de route qui est assez ambitieuse vis-à-vis de ce que l'on veut faire sur le territoire insulaire. Donc c'est pour ça que ces échanges qui sont en physique, surtout en physique, parce qu'on a l'habitude de travailler en visio ou par téléphone, là c'est vraiment une plus-value certaine pour moi aujourd'hui et depuis hier aussi, c'est véritablement une plus-value pour moi. Monsieur Rodriguez, donc vous avez repris les rênes du Gérontopole Sud, qui a quelques années quand même, maintenant, et vous avez pour mission de relancer sa dynamique. Donc, même question qu'à monsieur Micolicini. Tout à fait. Donc, Rodriguez Frédéric, nouveau directeur du Gérontopole Sud. Je prendrai mes fonctions demain.
Donc c'est par anticipation effectivement que j'interviens. Mais j'assure un intérim depuis le mois de mars qui m'a permis de découvrir la richesse de nos gérontopoles. Donc je proviens du milieu sanitaire, donc un milieu effectivement réglementé, cadré, qui conduit à ce que nous puissions coordonner les prises en charge des personnes âgées. J'ai pu découvrir au sein de l'Union de Gérontopole le partage bien entendu de l'expertise, la confirmation de la lait vert pour ainsi assurer une bonne prise en charge de nos usagers et de nos aînés, et à travers les comités techniques qui effectivement s'organisent chaque mois sur les thématiques du Gérontopole. Nous pouvons partager nos expériences communes avec une structure de Gérontopole qui est assez protéiforme. Nous avons des gérontopoles complémentaires et qui s'inspirent bien entendu du profil de ces directeurs et de ces présidents pour pouvoir ainsi proposer un accompagnement et des prises en charge sur un territoire. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des priorités, des travaux que vous souhaitez mener, sur lesquels vous pourrez... Alors, je vous pose la question à vous et non pas à monsieur... parce que... Voilà, c'est pas suffisamment de recul peut-être pour ça, mais est-ce qu'il y a des travaux sur lesquels vous dites tiens là j'aimerais bien aller creuser ce qui se fait par ailleurs? Tout à fait, il est prévu avec la présidente Josie Chambon un benchmarking des différents gérontopoles afin de s'inspirer de ce qui a été fait. Sur le territoire toulousain où effectivement, comme l'indiquait ma collègue Isabelle, le gérontopole de Toulouse a été un des préfigurateurs. Au Gérondif, nous serons accueillis début octobre, car effectivement, ma collègue Isabelle est une directrice d'hôpital également et a donné donc une orientation recherche au Gérondif. Et donc, nous allons pouvoir nous inspirer de ces expériences-là. Au-delà de ça, les axes prioritaires pour ce qui concerne la région PACA, c'est la diffusion des bonnes pratiques sur l'ensemble de nos départements. Il y a 6 départements au sein de la région PACA et nous souhaitons donc diffuser ces bonnes pratiques et développer 2 thématiques prioritaires, notamment au niveau de la recherche, l'oncogériatrie et la gérontopsychiatrie. Aujourd'hui, parlez-nous un petit peu, donc là je m'adresse à Isabelle, à Valérie, Jean-Michel et Frédéric, parlez-nous un petit peu donc, du nombre de gérontopoles actuels, du nombre de gérontopoles à venir, et comment un petit peu, on se doute que chaque région va vouloir le sien, mais c'est quand même... Alors, j'ai oublié de dire quand même qu'au fond de la salle, la grande dame brune, femme absolument formidable et sympathique, eh bien, c'est Anne Créqui, qui est la nouvelle directrice du Gérontopole des Hauts-de-France. Donc, aujourd'hui, combien vous êtes ? Demain, court terme, combien vous serez ? Voilà, quels sont les projets en cours ? Aujourd'hui, on est 10. Et ça arrive sûrement, doucement mais sûrement, puisque la Corse est avec nous aujourd'hui à cette table ronde, donc préfiguration mais qui arrive. L'Est également est en réflexion, le centre de Val-de-Loire également avance. Il y a d'ailleurs le professeur Bertrand Fougère qu'on peut rencontrer dans les couloirs du congrès en ce moment. Mais pas que, parce que on voit bien qu'il y a en effet aujourd'hui la métropole, mais la France, elle est plus large que ça. Il y a également les DOM, il ne faut pas les oublier. Parce que les chiffres que tu donnais sur la Corse, ils ne sont pas meilleurs ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni à La Réunion. Et évidemment, il y a aussi... Ils sont pires. Oui, je suis martiniquaise, je sais. Je vois bien de quoi tu parles. Mais ce sont de vraies réflexions. Et évidemment, je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours et on sera toujours là. En tout cas, les directeurs et les présidents des différents gérontopoles qui sont déjà présents seront toujours là pour les accompagner dès qu'il y aura un besoin. Voilà. Et en tout cas, nous, on a vraiment l'espoir que les réflexions qu'on mène avec les acteurs sur nos territoires, les projets qu'on mène, cette alliance que l'on a ensemble aujourd'hui, parce que tu parlais des jeunes et ce qu'ils attendaient, tu peux me poser la même question, moi j'attends beaucoup encore des autres. Parce qu'on apprend tous les jours et on évolue tous les jours et on apprend des autres. Et bien sûr qu'il faut rester l'esprit ouvert. Et demain, ils vont avoir des solutions auxquelles on n'aura pas pensé. Et voyez, il y a des développements qui se font différemment et des fois ça fonctionne bien. On se dit, mais tiens, et si je le reprenais chez moi de manière un petit peu différente pour que ça colle à mon territoire. Donc non, on ne commence pas avec une liste et puis après il n'y a plus rien. On a toujours des listes. Chacun à notre niveau, parce qu'on se doit en tant que directeur d'améliorer nos gérontopoles, d'accompagner les futurs gérontopoles et d'être vigilant
vis-à-vis de l'accompagnement de la transition démographique. C'est quand même un véritable enjeu. C'est la 3e transition après le numérique et l'écologie. C'est un vrai challenge. On a besoin de tous, en fait. C'est pas un petit sujet. Et notre enjeu à nous, là, c'est le décloisonnement entre le social, le médico-social. Voilà, il est là l'enjeu, le parcours. Le parcours. Donc là, vous êtes 10. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Oui, on l'a dit. Donc, il y a Centre Val-de-Loire, il y a les DOM qui arrivent, donc a priori Martinique, Guadeloupe et La Réunion, de façon assez rapide maintenant, je crois. Et puis, il nous reste le grand territoire de l'Est qui est en cours de préfiguration. Donc, effectivement, on va couvrir l'ensemble de la métropole et des DOM à finalement très court terme. Je pense qu'à fin 2025, chaque région aura son gérontopole. Et alors, est-ce qu'on peut dire, donc là peut-être je vais m'adresser à Isabelle, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une méthode de création d'un gérontopole? Est-ce qu'il y a un modèle? Alors, la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Pour reprendre une célèbre citation, il n'y a pas de modèle et en aucun cas nous ne voudrions un modèle extrêmement rigide qui tomberait d'en haut par un beau texte ministériel ou autre et qui dirait un gérontopole, c'est nécessairement cela, cela et cela et rien d'autre. Non, en fait, ce que mes collègues ont ce sur quoi elles ont beaucoup insisté, c'est la nécessité de coller aux besoins de son territoire. Et on a des territoires qui sont très divers. Au sein même de nos régions, on a une grande diversité. En Ile-de-France, on imagine toujours Paris, la grande ville, mais on a aussi des territoires ruraux. Et donc, on doit aussi s'adapter. On passe notre temps, aussi bien au niveau chacun de nos territoires, à s'adapter à la diversité et à chaque fois à proposer des projets un peu différents en fonction des questions des acteurs. Nous, on part toujours dans nos projets même de recherche, même quand c'est de la recherche clinique, faite conformément à la réglementation et puis avec de belles ambitions de publication. On part toujours d'une question qui nous est posée par un partenaire qui se pose une question. Et il n'y a pas de saut de question. Alors au début, je peux vous raconter des petites histoires. Dans notre conseil scientifique, on avait certains universitaires qui nous disaient comment ça, on vous a demandé d'évaluer l'efficacité d'un atelier de prévention de la chute. Bon, d'accord, c'est d'un banal. Vous êtes sûr que c'est une question de recherche vraiment de notre niveau? Est-ce qu'on a besoin des gérontopôles? Mais on leur disait, mais attendez, mais cette posture de snobisme n'a pas lieu d'être dans un gérontopole. Un acteur de territoire qui se pose la question de l'efficacité, de l'évaluation de ce qu'il fait, mais c'est royal. On doit lui répondre, puisqu'au fond, sur la prévention, certains nous disent, ah non, mais on sait que la prévention, ça marche. Oui, alors, qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'il faut faire des ateliers 12 semaines, 10 semaines un an pour que ça fonctionne? Finalement, dans la littérature, on a fait des revues de littérature internationale récemment. Eh ben, les réponses, elles ne sont pas si simples que ça. Donc, il y a encore des questions à élucider. Et à chaque fois, on se pose aussi la question, dans tous nos gérontopoles, de l'impact de tout type d'innovation sur la triade, ce que j'appelle la triade sacrée, de la personne âgée, mais aussi son accompagnant, son aide, son proche, et puis aussi des professionnels qui les soignent ou les accompagnent. Et ça, c'est vraiment des questions que nous, les gérontopoles, qui sommes très dans le concret, très à l'écoute des besoins de nos territoires, auxquels nous pouvons répondre. Pareil, je parlais de la recherche, pareil pour les questions de formation. On peut très bien s'intéresser à un moment donné à la formation des futurs étudiants en médecine, mais aussi, le lendemain, ça va être des aides à domicile, des bénévoles. On est des étudiants, je sais pas, dans les lycées pour qu'ils soient sensibilisés à nos métiers, puisqu'on a aussi ces questions très pragmatiques aussi, d'attractivité des métiers dans notre secteur, puisqu'on sait que c'est un grand frein. Parce que parfois, on est dans la promotion de superbes innovations, mais si derrière, pour les mettre en œuvre concrètement, on n'a pas de professionnels qui n'ont pas envie de venir chez nous et encore moins envie d'y rester. Donc, voilà. Donc, la méthode, il faut vraiment à chaque fois, la seule méthode, la seule recommandation, c'est pas la peine de faire du copier-coller de Pays de la Loire, d'Île-de-France. Voilà, le seul conseil qu'on vous donne, c'est
faites en fonction de ce que vos bénéficiaires finaux de tous vos projets ont besoin, de quoi ont-ils besoin, et quelles sont les questions que l'on pourrait aider à résoudre en rapprochant les uns les autres, en croisant les approches scientifiques, etc. Justement, alors, Jean-Michel, si vous permettez que je vous appelle Jean-Michel, parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, comment vous avez pensé, construit votre gérontopole corse? De quoi vous êtes parti? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur les expériences autres, donc ici présentes, ou est-ce que vous aviez déjà des idées? Enfin, quel a été votre démarrage, votre manière de fonctionner? Alors moi, je n'ai pas participé à la genèse initiale de la création de ce projet. Il me semble que le professeur Berru, qui a été aussi à l'initiative de la création des gérontopoles au niveau des Pays de la Loire et même au niveau national, a accompagné véritablement la dynamique en Corse, qui a été portée aussi à la fois par la collectivité de Corse, comme je disais tout à l'heure, par les services de l'ARS, par les services de l'Agence de développement économique aussi de la Corse, pour justement la mise en place d'un gérontopole sur notre territoire, puisque selon les chiffres que j'évoquais tout à l'heure et selon aussi les prévisions à venir, l'utilité d'un gérontopole, elle est clairement avérée. Et puis on va décliner aussi la stratégie de la collectivité de Corse dans son schéma de l'autonomie, donc schéma bien vieillir. Donc c'est en ça que le gérontopole aussi s'inscrivait à l'époque quand il a été question de construire sa stratégie. Ensuite, au niveau de la création de base, je pense que c'est aussi une espèce d'intelligence collective qui a permis aussi de mettre en synergie un certain nombre d'opérateurs qui ont participé à la création aussi de cette idée, de faire émerger cette idée jusqu'à la constitution de groupes de travail. Et de ces groupes de travail ont permis la création d'une association qui est aujourd'hui présidée par un médecin gériatre et qui a permis la captation de financement et qui ont permis aussi l'embauche de salariés. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il a dit un mot que je trouve moi particulièrement important, déjà pour tous les domaines de la vie, que ce soit privé ou professionnel, mais en l'occurrence pour les gérontopoles, c'est l'intelligence collective. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive, tout le monde appelle ça le péril blanc, le tsunami, enfin on l'appelle comme on veut, avec des vocables tout à fait négatifs, mais bon, il y a un vrai challenge, il y a un vrai défi, et si on n'y est pas tous ensemble, privé, public, ça risque d'être compliqué. Donc l'intelligence collective, je crois que c'est un mot fort. Alors je ne voudrais pas que vous vous sentiez isolé, donc je vais vous appeler Frédéric, il n'y a pas de raison. Bien entendu, merci. Donc Frédéric, vous êtes encore une autre particularité, un autre style de gérontopole. Donc là, on est dans une relance, dans une restauration, dans une dynamique d'aller plus loin. D'évolution. Pardon ? D'évolution du gérontopole. D'évolution, voilà. Donc, voilà, comment vous pensez cette reconstruction ? Alors, cette évolution, car effectivement, les bases étaient solides, et les fondations, elles étaient tout autant. Cette évolution, elle s'appuie sur les besoins du terrain et du territoire, ainsi que les prescriptions de l'ensemble des acteurs qui officient au bénéfice des personnes âgées. Donc, sur la base des échanges que nous avons pu avoir avec nos administrateurs, mais également nos autorités de tutelle, à savoir le Conseil régional et la RSPACA, nous avons pu ainsi mettre en place un projet stratégique permettant de faire évoluer le gérontopole afin qu'il puisse répondre aux besoins de ces territoires. Je vous remercie. Alors, Madame Muriel Boin. Je ne vais pas t'appeler Madame Boin, parce que alors là, pour le coup, ça va être... Non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, Muriel, existe-t-il des gérontopoles, des modèles de gérontopoles à l'étranger ? Alors, il en existe quelques-uns. Il y en a un notamment en Belgique, à Namur, qui est encore un peu en recherche de jolis projets et surtout de visibilité. Donc ce modèle des gérontopoles, il est vraiment typiquement français aujourd'hui. Mais en revanche, on sait qu'il intéresse beaucoup à l'étranger. Parce qu'on est extrêmement sollicité. Alors il se trouve que dans plusieurs de gérontopoles, on est intégré dans des projets européens plus ou moins importants.
Et chaque fois qu'on est intégré dans des projets européens, nos partenaires viennent nous voir en disant « mais qu'est-ce que c'est qu'un gérontopôle ? Nous n'avons pas l'équivalent ». Et c'est vraiment un modèle qui commence vraiment à faire la preuve de son impact sur les territoires et qui commence véritablement à intéresser beaucoup nos partenaires, que ce soit des partenaires très loin, puisqu'on a eu des Australiens qui sont venus nous solliciter sur ce modèle qui vraiment est un modèle extrêmement atypique, mais on a c'est assez étonnant parce que on a souvent l'idée de se dire il y a un pays qui focus tout le monde, c'est le Canada. Et souvent on se dit c'est tellement mieux chez eux parce qu'ils réussissent tout. En fait je peux vous dire que ils nous ont invités à venir un petit peu partager le modèle des gérontopoles et ils sont très 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 attentifs aux résultats qu'on va pouvoir avoir de plus en plus sur nos territoires. Et ce qui les intéresse véritablement, c'est cette complémentarité entre le véritable relais des politiques nationales qu'on peut être sur nos territoires et puis l'animation d'un réseau d'acteurs territoriaux qui vient vraiment finalement alimenter l'ensemble de nos réflexions. Et c'est finalement cette double compétence qu'on a qui commence à vraiment beaucoup intéresser à l'étranger. Et je pense qu'on va essaimer très vite ce modèle des gérontopoles qui est vraiment très très atypique, mais finalement extrêmement riche et s'appuyant sur l'intelligence collective et le partage. Pour renforcer ce que Muriel est en train de dire, ce matin, nous avons été visités sur notre stand par une chercheuse polonaise qui, en fait, représente alors, ce qui pourrait s'apparenter à un gérontopole français, puisque ça couvre tous les aspects de manière holistique, les aspects du vieillissement et du bien vieillir. Voilà. Donc elle est venue pour nous poser des questions sur la manière dont on fonctionnait. Je m'excuse, je reste assise parce que j'ai un peu mal aux pieds. J'ai un peu forcé peut-être, donc c'est pas très bien élevé, donc vraiment, je suis désolée. Et donc voilà, elle voulait savoir comment on fonctionnait et pouvoir prendre attache auprès de nous pour voir comment on pouvait collaborer. J'ai eu des contacts aussi avec le Maroc, ce qui paraît étonnant parce que pendant longtemps... on s'est dit, non, la Silver Eco au Maroc, ça veut rien dire parce que les familles prennent en charge leurs aînés, donc pas de maison de retraite, pas de résidence-service, pas de... sauf que là, ce modèle-là est en train d'exploser, que c'est plus du tout le cas, et qu'ils sont en train de se demander comment ils vont faire. Donc, ils viennent un petit peu chercher aussi pour savoir comment on travaille. Donc, vraiment, les gérontopoles, ce qu'a dit Muriel, intéressent véritablement les pays étrangers. Ensuite, et là c'est une question que je vais poser à tout le monde, quelle est aujourd'hui la force du modèle ? C'est ce qu'on essaye de vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, l'idée c'est que nous sommes des animateurs territoriaux de l'ensemble de l'écosystème, et Dieu sait que l'écosystème dans lequel on évolue, il est complexe, il a besoin d'être décrypté. Quand ce matin on parlait de start-up, une start-up qui a une magnifique idée, elle arrive sur un territoire, elle connaît mal tout cet écosystème complexe de la santé ou de l'accompagnement. Nous, on va l'aider à décrypter l'ensemble des démarches qui sont nécessaires pour pouvoir s'imposer et pour que finalement le modèle corresponde à un véritable besoin. Donc nous, on va être des assembliers de territoire, donc vraiment une porte d'entrée des projets. On va mettre en relation des personnes qui finalement ont besoin les uns des autres par notre intermédiaire, et on va se positionner un petit peu en tiers de confiance. Donc on va être des assembliers de nos territoires, et puis après, parce qu'on est un réseau national, on va pouvoir répondre à des commandes de grands acteurs nationaux que sont la CNAV, la CNSA et d'autres qui viennent nous chercher parce qu'on a cette double compétence de pouvoir être des relais de terrain, des remontées d'informations du terrain, et puis notre bonne connaissance et la force de l'expertise de nos équipes. Je pense que c'est aussi une grande force qu'on a aujourd'hui. Pour moi, elle a tout dit. Je pense haute expertise. Ça, c'est ce qu'on vient chercher au sein d'un gérontopole, c'est son expertise. Et quand un gérontopole n'a pas une expertise en interne, on a parfois plus de 200 adhérents qui, eux, peuvent l'avoir et sur qui l'on s'appuie. Donc cette force du réseau, dans la force de l'expertise interne, la force du réseau et notre complémentarité.
On l'a dit, hein, on n'est pas tous identiques, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on correspond à nos territoires. Moi, je suis un territoire avec... aujourd'hui, on a 5 départements. Enfin, toi, t'en as combien? 12? Moi, j'en ai 12. Toi, t'en as 12. Voilà, donc on ne peut pas travailler sur la Nouvelle-Aquitaine comme on peut travailler en Pays de la Loire. Enfin, il faut arrêter d'imaginer ça. C'est véritablement un kaléidoscope. Hein. Non, mais... c'est 12 départements avec 12 personnalités totalement différentes. C'est surtout du concret, en fait. Et ces complémentarités, on ne va pas travailler de la même manière avec le Girondif. Demain, je ne travaillerai pas de la même manière que la Corse et pas de la même manière que toi en PACA. Et je pense aux Hauts-de-France aussi, parce qu'elle dit rien, mais elle est là et elle est très présente. Et donc, ces complémentarités qu'on va trouver les uns chez les autres, elle est importante parce que, on l'a écrit, c'est la force du réseau. Alors, tu as la force du réseau territorial, tu l'as dit, mais au-delà de ça, c'est la force du réseau entre nous. Et c'est du bottom-up. Et ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des ministères, tu l'as dit, la CNAV, la CNSA, dans le cadre du centre de preuve national qu'on accompagne aujourd'hui, font confiance à ce puzzle. Parce qu'on est un puzzle au final. Hein. Il faut qu'on s'emboîte. Donc en fait, notre travail là, entre directeurs, c'est ça. C'est le fait que le puzzle, il prenne forme et que demain, on donne de vraies solutions qui répondent à de vrais besoins sur les territoires au national. Voilà, je pense que ça, c'est à la fois notre complémentarité et la force du réseau. Frédéric, un petit mot? Oui, pour compléter, effectivement, si tant est que ça soit possible, le sujet, c'est bien la diffusion des bonnes pratiques. Ce que j'ai pu effectivement découvrir à travers la richesse des gérontopoles, c'est qu'une bonne solution sur un territoire a vocation à s'adapter à notre territoire. Et tout cela à destination effectivement de nos personnes âgées. Donc c'est bien ce sujet de diffusion des pratiques à travers des personnalités, des expertises qui sont complémentaires et différentes. Alors moi, je retiens un mot, je retiens le mot assemblier. J'aime bien ce mot assemblier, puisque c'est véritablement, nous, l'idée que l'on se fait du gérontopole en Corse. Et la force aussi que l'on a, c'est que chacun de nos gérontopoles porte des comités ou des conseils scientifiques qui sont composés d'acteurs, et parmi eux, d'éminents chercheurs. Enfin, moi, je sais que chez nous, en Corse, en tout cas, on a la chance d'avoir des chercheurs qui sont de renommée et sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça, je trouve que c'est assez formidable, hein, ce que l'on propose comme conseil. Là, tu évoquais un porteur de projet ou des porteurs de projet qui soient en mode start-up ou autre. Quand on reçoit un porteur de projet qui développe des solutions à destination des personnes âgées, quand on peut les mettre en relation avec ces personnes-là, ça veut dire qu'on crée des ponts très rapides et très efficaces. Et ça, je trouve c'est véritablement la force d'un gérontopole, puisque personne ne le fait, ça. Ils peuvent être incubés dans les meilleurs incubateurs du monde. S'ils n'ont pas cette connaissance-là, ils ne pourront pas aller aussi vite que ce que l'on pourrait proposer nous. Voilà ce que je peux rajouter. Décidément, Jean-Michel dit des mots importants à chaque fois. Aller plus vite. Notre rôle, je pense... Je suis impatient, c'est pour ça. Non, mais c'est un mot important, parce que c'est un mot que je partage. Vraiment, c'est d'aller plus vite. De permettre que tout ce qui concerne le vieillissement soit plus efficient. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Isabelle, peut-être un petit mot pour conclure sur ce sujet. Peut-être, oui, illustrer concrètement le premier projet qui nous a été confié par la CNAV. Ça illustrera tout ce que mes collègues vous ont précédemment dit. Les évaluateurs qui vont au domicile de la CNAV pour identifier les besoins et élaborer un plan personnalisé de soins et d'accompagnement. Ils étaient parfois confrontés à des situations de personnes qui étaient à domicile, qui exprimaient des idées un peu morbides, qui parlaient, certaines, d'en finir avec la vie, qui avaient l'air un peu déprimées, qui avaient des syndromes peut-être de Diogène. Elles étaient un peu perplexes et surtout, elles se disaient, je ne sais pas si c'est vraiment une pathologie psychiatrique qui est en train de s'installer, et quand bien même je le repérerais, je ne sais pas à qui rapporter cette situation et vers qui me tourner pour en faire quelque chose et pour porter vraiment une aide à la personne. Et du coup, nous avons été chargés par la CNAV tous ensemble de concevoir un projet avec nos ingénieurs de recherche, de formation. On a des ingénieurs pédagogiques dans certains gérontopoles. Et après, si on n'en a pas un dans chaque gérontopole, ce n'est pas grave. Il y en a 2 qui sont en plus certifiés Calliope, donc qui ont conçu un programme de formation avec des experts de la psychiatrie du sujet âgé, donc qui ont appris. Il ne s'agit pas de faire de ces évaluateurs des grands spécialistes de la psychiatrie, non, mais de repérer les signaux qui doivent inquiéter et qui doivent être transmis
Donc, on a conçu ce programme de formation que l'on va donner. Et en plus, et c'est là que la dimension territoriale, et c'est pour ça qu'on avait besoin d'être en union pour que tous les gérontopôles puissent, dans chaque région, identifier une ou deux structures qui acceptaient d'être des interlocuteurs privilégiés dans ces situations-là pour les évaluateurs. Donc vous voyez, c'est à la fois une démarche très scientifique, besoin de connaissances dures sur la psychiatrie du sujet âgé, réponse à des questions pragmatiques de professionnels de terrain, et puis derrière, capacité après à diffuser la formation et surtout à repérer les bons interlocuteurs. Voilà, c'est ça la méthode Gérontopôle, tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Alors pour conclure, je vais vous demander juste un mot. Un mot, oui, je sais, c'est dur, mais tu me connais, moi j'aime la difficulté. Surtout quand c'est pas moi qui la porte. Un mot qui représente pour vous ce qu'est un gérontopôle. Alors je vais peut-être commencer par... Si tu veux. Allez, Valérie, vas-y, lance-toi. Mais là, c'est vraiment un mot qui me vient spontanément, je dirais humain. Moi, je dirais dynamique. Tu m'étonnes. Jean-Michel ? Moi, je suis resté sur assemblier. J'aimais bien assemblier. Moi, ça serait preuve d'efficacité, preuve d'innovation, centre national des preuves. Tu avais droit à un. Preuve. Ben c'est non, mais Isabelle, elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas faire. Voilà. Frédéric ? Le réseau. Parfait. Ben, écoutez, voilà. Donc, vous avez eu une explication très claire, très profonde, une expertise de ce qu'étaient les différents gérontopoles. S'il y en a parmi vous qui souhaitent avoir posé une question, ben je les invite à le faire maintenant. Oui, madame ? Bonjour, merci. Vous avez en partie déjà répondu, mais je précise ma question. Je m'appelle Clara Aurelia et toute ma vie, j'ai fait des études qualitatives, psychologiques, sociologiques sur le territoire, etc. Donc, je suis chercheuse, mais plutôt marketing, etc., avec une forte compétence dans le secteur qui nous concerne et pour lequel je suis là, et dans le sensoriel. Ma question, en partie, vous avez répondu par ce qui sont vos points de force. Donc, ce partage, cette intégration, cette diversité qui enrichit tout le réseau. Ma question est la suivante. On peut imaginer que les seniors de demain, déjà d'aujourd'hui en fait, mais de demain encore plus, seront un public multiculturel, surtout pour certaines régions. Je pense région PACA par exemple, et certaines régions de France et en d'autres lieux. Est-ce que le multiculturel du public, des bénéficiaires de tout ce que vous pouvez apporter, va être abordé de manière spécifique? Parce qu'il y a aussi des cultures de la cure qui sont différentes, donc une manière de s'attendre des prestations ou d'avoir des besoins très spécifiques à sa propre culture ou à une vision internationale de soi-même comme personne. Voilà, si vous avez... Ouais. Alors, moi, je vais peut-être commencer par un début de réponse, et puis je compte sur mes collègues pour me compléter. Il se trouve que dans chacun de nos gérontopoles, on a une part de nos activités qui se font à l'international, parce qu'on est intégré dans des projets européens. Et on vient chercher notre compétence sur des projets. Alors nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, donc on travaille beaucoup avec les Espagnols et les Portugais qui sont limitrophes de notre région. Mais Isabelle ou Valérie travaillent avec leur propre écosystème européen. Quand on a, par exemple, on est sollicité pour écrire les livres verts
des politiques santé et d'accompagnement en Europe, on y contribue, même si c'est un travail qui est finalement un travail de fond et qui nous mobilise beaucoup, mais on sait que c'est important pour la suite. Donc on a, nous, beaucoup de travaux engagés avec nos collègues qui sont dans d'autres régions, avec, vous avez très bien dit, avec des systèmes de soins qui sont différents, avec des cultures de l'accompagnement qui sont extrêmement différentes, mais on peut vraiment aussi s'inspirer des autres, parce que c'est ça la richesse aussi de pouvoir partager d'autres pratiques. Et on est beaucoup intégrés, nous, dans des programmes européens qui nous permettent justement d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis de recevoir nos collègues. Et à chaque fois, comme a dit Valérie, nous, notre job, c'est aussi de repérer sur notre territoire ce qui peut être vraiment nos petites pépites et de les partager ensuite avec le plus grand nombre. Après, Frédéric l'a dit aussi, on ne peut pas faire des copier-coller, parce que c'est tellement différent d'un environnement à un autre que forcément, il va falloir réfléchir au fait de se dire, bah oui, votre culture, vous, elle va dans ce sens-là, et il va falloir qu'on adapte les choses. Et puis, je terminerai ma réponse en disant que il y a un sujet qui nous préoccupe beaucoup, c'est aussi dans les politiques de la ville, où on voit certaines catégories de personnes âgées qu'on ne voit pas dans la ville. Et là, je pense qu'on est tous très concernés par ça. Et ce sont des projets qui vont vraiment se lancer, parce qu'on sait que avoir une vie de citoyen quand on est âgé, c'est pas quelque chose de si naturel que ça. Et c'est quelquefois encore moins naturel quand on maîtrise pas bien la langue, quand on maîtrise pas bien les codes. Je pouvais compléter aussi, parce que c'est vrai que c'est important. Voilà. Ça, dans certaines régions, ça va être un sujet. On travaille beaucoup toutes sur l'allée vert. Et c'est vrai que dans certaines régions, comme l'Île-de-France, on va travailler notamment dans le 93. Donc vous imaginez, dans les EHPAD du 93, nous avons affaire à une collègue à 60 langues différentes, originelles, maternelles, qui sont parlées dans son EHPAD. Donc il y a vraiment une réflexion, notamment la CNAV Île-de-France, qui réfléchit beaucoup, qui a fait des programmes spécifiques de prévention à destination des anciens foyers de travailleurs migrants, et qui nous demande justement d'évaluer l'efficacité de cette politique-là. On voit bien que de ces actions de prévention. Donc on voit bien que demain, pour les régions comme la nôtre ou comme PACA, on doit effectivement trouver dans la logique de la littératie en santé, c'est comment fait-on pour atteindre les populations les plus éloignées de la prévention et pour les amener éventuellement à modifier certains de nos comportements pour accéder à un mieux vieillir en meilleure santé. On va devoir se poser ces questions-là pour lesquelles aujourd'hui on a les uns et les autres pas forcément des réponses toutes faites, et tant mieux. À nous de les inventer. Et juste pour compléter, parce que c'est vraiment une question, pardon, mais évidemment ça nous anime, ce genre de questions, vous pensez bien, parce qu'il y a le sujet des migrants, qui est un vrai sujet et qui est vrai sur toutes les régions. Donc ce sujet-là, il est pris en considération avec les collectivités. Enfin, Nantes Métropole, typiquement, a un vrai sujet de migration, mais aussi de vieillissement des migrants, avec en effet cette différence. Et puis au-delà de ça, le sujet de l'isolement aussi est un vrai sujet pour nous. Il ne faut pas oublier qu'on a des sociologues et des géographes. Donc quand on parle de transition démographique, c'est aussi de migration populationnelle, c'est de la place de l'aidant. Des fois on n'en a pas. Du coup, place de l'aidant professionnel. On a tous ces sujets-là derrière. Donc quand on trouve des solutions pour des personnes isolées, seules, fragilisées, qu'elle soit, j'ai envie d'une culture ou d'une autre, déjà c'est une solution qui est applicable à d'autres. Donc voilà, ces concepts-là, qui n'en sont pas, j'ai envie de dire, sont pris en compte. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que le mot humain pour moi est important avec un grand H, parce que quel que soit le projet, qu'il soit technologique, organisationnel ou serviciel, il y a de l'humain dedans. Et ces points-là, ils sont pris en compte, d'où la place des sociologues et des géographes, aussi sur les déplacements. Mais je pourrais vous faire le même discours sur la transition démographique et l'impact écologique. En ce moment, on y travaille parce que c'est deux transitions qui sont en train de se télescoper. Enfin, voilà. Une dernière question peut-être ? Bonjour. Moi, j'aurais plutôt une question sur est-ce que vous avez des experts en architecture, au bâtiment ? Est-ce que vous pensez comment les bâtiments seront construits dans 10 ans, 20 ans ? Dans quelles orientations ? Est-ce qu'en effet, il y aura un multi-public dans ces bâtiments ? C'est-à-dire des crèches mélangées avec des anciens ou des jeunes ? Est-ce que déjà, ça vous le travaillez au niveau des régions ? Je suppose que oui. Ah ouais, j'adore ce sujet. Alors, je commence à nouveau. Alors, tout à l'heure, Valérie a dit que finalement, quand on n'avait pas la compétence en interne,
on l'avait forcément auprès de nos membres. Donc nous, en l'occurrence, on est peut-être une plus petite équipe, donc on n'a pas cette compétence en interne. En revanche, on a dans nos adhérents des architectes de renom qui travaillent depuis bien longtemps sur ces questions-là, qui rejoignent aussi les transitions écologiques, parce que forcément aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de ce sujet-là aussi. Donc nous n'avons pas la compétence en interne, mais c'est des sujets qui nous animent très fortement, parce que dès qu'on parle d'habitat, forcément, on a des questions de conception de l'habitat, et on a au sein de nos membres, nous, des compétences qu'on peut aller chercher et qu'on peut mobiliser. Et puis on a aussi des acteurs importants comme Eneal, qui est un acteur national, mais dont le siège était à Bordeaux, et avec lequel on travaille énormément sur le bien vivre au quotidien au sein de leurs établissements. On a également beaucoup de bailleurs sociaux qui sont nos partenaires et qui sont très très sensibilisés à ce genre de questions, puisque 30% de leur parc est occupé par des personnes de plus de 65 ans. Donc oui, c'est une question importante et que l'on travaille souvent. Oui, et puis juste pour compléter, non seulement notre force au Gérontopole Pays de la Loire, c'est pas d'être 15, c'est d'être 245. Enfin, vous voyez, on cumule les adhérents avec nous. C'est exactement ce que dit Muriel, en fait. La compétence, elle est aussi dans nos adhérents. Mais c'est sûr que quand vous avez des AIA, quand vous avez des FH, etc., évidemment que le sujet de l'architecture, et des architectes autonomes aussi, qui ont un vrai savoir-faire parce qu'ils ont travaillé dans un groupe et qui sont ensuite consultants dans le domaine, ont de véritables idées pour faire évoluer l'habitat inclusif, la résidence senior de demain, les pas d'or les murs. Enfin, les sujets, ils sont nombreux, en fait. Et ces sujets-là, évidemment, qu'on les aborde. Si et seulement si, nos adhérents nous le demandent. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est est-ce que c'est un besoin pour vous? Si oui, est-ce qu'on peut en discuter collectivement? S'il y a une solution à creuser, alors on la creuse ensemble. Donc je voulais revenir notamment sur les questions qui ont été posées, puisqu'on est sur un gérontopole, si je puis me permettre, puisque j'ai accompagné la préfiguration du gérontopole de Corse. Voilà, je me présente rapidement pour l'auditoire, donc, puisque je suis représentante de la collectivité de Corse. Donc il n'y a pas de méthode, effectivement. Tout à fait, je corrobore ce qu'a dit Isabelle. Il n'y a pas de méthode. Par contre, effectivement, on est parti du bottom, c'est-à-dire on est parti du bas. Et puis surtout, d'ailleurs dans notre feuille de route, ça s'exprime par rapport à la dynamique qui a été lancée dans le cadre de cette préfiguration. Et je sur les 6 axes qui nous correspondent à notre gérontopole, j'en rajouterais un, au-delà de la silver economy, de cet assemblier, de cet outil territorial que peut être un gérontopole, c'est très important. On part des spécificités, tu l'as dit très bien justement Valérie, on décloisonne, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on décloisonne en France, sauf que là, on est en train de mettre autour de la table des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer, qui n'y pensaient même pas. Je pense notamment à la silver economy. Pourquoi? Que fait la silver economy dans un gérontopole? Elle va mettre en lien. Et lorsque je pars du terrain de chez nous, par exemple, je pense à la vétusté des habitations, qui s'associe à la précarité des seniors. Jean-Michel vous l'a très bien dit, nous avons une population essentiellement vieillissante, mais précaire économiquement, avec des logements vétustes. Donc d'où, dans un des axes de notre gérontopole, il y a effectivement le Lab Habitat, cette projection. Alors comme tu dis, si justement Valérie, à partir de ce que les acteurs de terrain vont faire remonter et font remonter. Donc très important. Et nous, j'y rajouterai un 6e axe, je crois qu'il n'a pas été mentionné, c'est l'axe fragilité-société. Et dans fragilité société, il y a l'émergence de la citoyenneté. Que veut l'usager? Parce que c'est ça qui est important. Que veut l'usager qui habite en Corse? Que veut l'usager qui habite à Strasbourg? Que veut l'usager qui habite à l'île de Ré? Voilà. Donc on est bien. C'est à l'île de Ré. Voilà, on est bien dans voilà, être au plus près des territoires. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a animés dans cette préfiguration. Je voulais vous proposer une petite ouverture, en fait, et vous poser la question de quoi avez-vous envie pour les gérontopoles pour les années à venir? Et en particulier, quand je dis pour les gérontopoles, quelque part, c'est pour les personnes âgées et pour les personnes concernées. Et puis, de ce fait, de quoi avez-vous besoin pour cela? Ce dont on a envie, je dirais que c'est vraiment que finalement on soit reconnu dans notre rôle de plus en plus, parce que on aura de plus en plus une place à prendre. Ce dont on a besoin, c'est de beaux projets à mener.
Et donc, qui dit de beaux projets à mener dit de la pérennité financière. Je pense que ça va forcément de pair. Donc, on a besoin aujourd'hui que les acteurs nous reconnaissent encore plus dans notre rôle d'assembliers, de préventeurs et de ceux qui, aujourd'hui, relèvent le défi du vieillissement avec l'ensemble de leur écosystème. Et je pense que quand on aura tout ça, on sera déjà pas mal servi. Je me disais qu'il y avait quand même un mot qu'on n'avait pas prononcé, alors qu'en fait ça nous anime tous, et ça c'est essentiel, c'est l'éthique. Et moi j'estime qu'on aurait réussi si jamais on avait réussi à faire bouger tous ensemble les lignes dans le domaine de l'éthique, et en particulier sur l'image de la personne âgée dans la société, quelles que soient les régions, quels que soient les champs, puisque de l'agisme, il y en a à tous les niveaux, partout. Donc voilà, c'est ça mon rêve, mon ambition, c'est de faire bouger les lignes sur ces sujets. La lutte contre l'agisme. On va remercier nos saints fantastiques pour leur intervention, leur dire merci pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter. Et je conclurai en disant que moi je suis salariée d'un gérontopole, je suis en fin de carrière et que je suis fière d'être utile. Voilà. Et que c'est une opportunité qu'on m'a donnée d'être utile.